Chapitre 29. L'ennui. Après avoir vu sans plaisir d'abord les longues lettres de Julien, Madame de Fervaques commençait à en être occupée, mais une chose la désolait. Quel dommage que M. Sorel ne soit pas décidément prêtre. On pourrait l'admettre à une sorte d'intimité. Avec cette croix et cet habit presque bourgeois, on est exposé à des questions cruelles. Et que répondre? Elle n'achevait pas sa pensée. Quelque ami maligne peut supposer et même répondre que c'est un petit cousin de subalterne, parent de mon père, quelque marchand décoré par la garde nationale. Jusqu'au moment où elle avait vu Julien, le plus grand plaisir de Madame de Fervaques avait été d'écrire le mot maréchal à côté de son nom. Ensuite, une vanité de parvenue maladive et qui s'offensait de tout, combattit un commencement d'intérêt. Il me serait si facile, se disait la maréchale, d'en faire un grand vicaire dans quelque diocèse voisin de Paris. Mais M. Sorel tout court, et encore petit secrétaire de M. de la Mole, c'est désolant. Pour la première fois, cette âme qui craignait tout était émue d'un intérêt étranger à ses prétentions de rang et de supériorité sociale. Son vieux portier remarqua que, lorsqu'il apportait une lettre de ce beau jeune homme, qui avait l'air si triste, il était sûr de voir disparaître l'air distrait et mécontent que la maréchale avait toujours soin de prendre à l'arrivée d'un de ses gens. L'ennui d'une façon de vivre tout ambitieuse d'effet sur le public, sans qu'il y eût au fond du cœur jouissance réelle pour ce genre de succès, était devenu si intolérable depuis qu'on pensait à Julien, que pour que les femmes de chambre ne fussent pas maltraitées de toute une journée, il suffisait que pendant la soirée de la veille, on eût passé 1 heure avec ce jeune homme singulier. Son crédit naissant résista à des lettres anonymes fort bien faites. En vain le petit Tanbeau fournit à messieurs de Luz, de Croisenois, de Caylus, 2 ou 3 calomnies fort adroites et que ces messieurs prirent plaisir à répandre sans trop se rendre compte de la vérité des accusations. La maréchale, dont l'esprit n'était pas fait pour résister à ces moyens vulgaires, racontait ses doutes à Mathilde et toujours était consolée. Un jour, après avoir demandé 3 fois s'il y avait des lettres, Madame de Fervaques se décida subitement à répondre à Julien. Ce fut une victoire de l'ennui. À la seconde lettre, la maréchale fut presque arrêtée par l'inconvenance d'écrire de sa main une adresse aussi vulgaire, à M. Sorel, chez M. le marquis de la Mole. « Il faut, dit-elle le soir à Julien d'un air fort sec, que vous m'apportiez des enveloppes sur lesquelles il y aura votre adresse. Me voilà constitué amant valet de chambre, pensa Julien, et il s'inclina en prenant plaisir à se grimer comme Arsène, le vieux valet de chambre du marquis. Le soir même, il apporta des enveloppes, et le lendemain, de fort bonne heure, il eut une 3e lettre. Il en lut 5 ou 6 lignes au commencement et 2 ou 3 vers la fin. Elle avait 4 pages d'une petite écriture fort serrée. Peu à peu, on prit la douce habitude d'écrire presque tous les jours. Julien répondait par des copies fidèles des lettres russes, et tel est l'avantage du style emphatique. Madame de Fervaques n'était point étonnée du peu de rapport des réponses avec ses lettres. Quelle n'eût pas été l'irritation de son orgueil si le petit Tanbeau, qui s'était constitué espion volontaire des démarches de Julien, eût pu lui apprendre que toutes ces lettres non décachetées étaient jetées au hasard dans le tiroir de Julien. Un matin, le portier lui apportait dans la bibliothèque une lettre de la maréchale. Mathilde rencontra cet homme, vit la lettre et l'adresse de l'écriture de Julien. Elle entra dans la bibliothèque comme le portier en sortait. La lettre était encore sur le bord de la table. Julien, fort occupé à écrire, ne l'avait pas placée dans son tiroir. « Voilà ce que je ne puis souffrir, s'écria Mathilde en s'emparant de la lettre. Vous m'oubliez tout à fait, moi qui suis votre épouse. Votre conduite est affreuse, monsieur. » À ces mots, son orgueil, étonné de l'effroyable inconvenance de sa démarche, la suffoqua. Elle fondit en larmes et bientôt parut à Julien hors d'état de respirer. Surpris, confondu, Julien ne distinguait pas bien tout ce que cette scène avait d'admirable et d'heureux pour lui. Il aida Mathilde à s'asseoir. Elle s'abandonnait presque dans ses bras. Le premier instant où il s'aperçut de ce mouvement fut de joie extrême. Le second fut une pensée pour Korazov. Je puis tout perdre par un seul mot. Ses bras se raidirent, tant l'effort imposé par la politique était pénible. Je ne dois pas même me permettre de presser contre mon cœur ce corps souple et charmant où elle me méprise et me maltraite. Quel affreux caractère! Et en maudissant le caractère de Mathilde, il l'en aimait 100 fois plus. Il lui semblait avoir dans ses bras une reine. L'impassible froideur de Julien redoubla le malheur d'orgueil qui déchirait l'âme de mademoiselle de la Mole. Elle était loin d'avoir le sang-froid nécessaire pour chercher à deviner dans ses yeux ce qu'il sentait pour elle en cet instant. Elle ne put se résoudre à le regarder, elle tremblait de rencontrer l'expression du mépris. Assise sur le divan de la bibliothèque, immobile et la tête tournée du côté opposé à Julien, elle était en proie aux plus vives douleurs que l'orgueil et l'amour puissent faire éprouver à une âme humaine. Dans quelle atroce démarche elle venait de tomber!
Il m'était réservé, malheureuse que je suis, de voir repousser les avances les plus indécentes, et repoussées par qui? Ajoutait l'orgueil fou de douleur, repoussées par un domestique de mon père. C'est ce que je ne souffrirai pas, dit-elle à haute voix. Et, se levant avec fureur, elle ouvrit le tiroir de la table de Julien placé à 2 pas devant elle. Elle resta comme glacée d'horreur, en y voyant 8 ou 10 lettres non ouvertes, semblables en tout à celles que le portier venait de monter. Sur toutes les adresses, elle reconnaissait l'écriture de Julien, plus ou moins contrefaite. « Ainsi, s'écria-t-elle hors d'elle-même, non seulement vous êtes bien avec elle, mais encore vous la méprisez. Vous, un homme de rien, méprisez madame la maréchale de Fervaques. Ah, pardon, mon ami, ajouta-t-elle en se jetant à ses genoux. Méprise-moi si tu veux, mais aime-moi. Je ne puis plus vivre privée de ton amour. Et elle tomba tout à fait évanouie. La voilà donc, cette orgueilleuse à mes pieds, se dit Julien.